Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais tester pour vous le Nokia Lumia 930 qui est le dernier smartphone haut de gamme de la gamme Lumia sous Windows Phone 8.1. On va passer par les spécifications, on va déballer, on va faire le schéma classique. C'est un appareil que j'attendais avec impatience puisque j'avais plutôt apprécié, vous le savez je pense, le 1020 qui est juste là. Je le mettrai juste à côté pour voir un petit peu les différences de design et vous verrez qu'elles sont nombreuses. Alors le 930 qui est juste à gauche ici, c'est un appareil donc sous Windows Phone 8.1 qui est la toute dernière version de l'OS mobile de Microsoft, un écran 5 pouces 1880 par 1920, c'est du Full HD, ça fait du 441 ppi, ce qui est plutôt élevé pour un terminal sous Windows Phone. C'est la première fois qu'on a du Full HD sur un 5 pouces chez Nokia. Et c'est de l'AMOLED CBD, Clear Black Display, on va dire classique au niveau de la technologie chez Nokia. Protégé par Gorilla Glass 3, il est HSDPA, donc 3G+, et 4G également. Il a un appareil photo 20 mégapixels à l'arrière avec double flash LED. C'est un appareil PureView, donc il est équipé du système de stabilisation optique, zoom 2 fois sans perte, enfin on en parlera un peu plus, et une caméra frontale de 1,2 mégapixels. Il est équipé d'un chipset de Qualcomm Snapdragon 800 quad-core 2,2 GHz et de 32 Go de mémoire interne. Alors il n'y a pas de micro SD possible sur ce terminal. 32 c'est beaucoup, mais bon, éventuellement on peut trouver ça dommage qu'il manque ça. Et il tourne en nano SIM. Ce qui en soi n'est pas un problème, mais ça nécessitera pour la majorité d'entre vous d'investir, de changer de SIM, etc. Bon, 2 Go de RAM et une batterie de 2420 mAh. C'est un appareil qui coûte 550 € nu au lancement. Donc là, il a été lancé, là je fais cette vidéo 15 juillet, il a été lancé déjà il y a quelques jours. 550 € ça paraît cher et ça reste un prix élevé bien entendu, mais pour un flagship sous Windows Phone de Nokia, généralement on tape plutôt le 600 €. Et c'est vrai que le 600 €, voire même un peu plus quoi. Je crois que c'était 699 ou 599 pour le 1020, je sais plus, là j'ai un gros doute. Mais en tout cas il était très cher et voilà. Donc il y a eu un effort qui a été fait là-dessus malgré le fait que c'est un appareil de très haut de gamme. On va déballer rapidos la boîte. Moi je l'ai dans la version orange. On parlera des couleurs un peu après. Donc c'est une boîte classique Windows... Enfin non, pas classique Windows Phone, elle est un peu originale, un peu en biais là. Bon, c'est pas très intéressant. Ok, donc on va pas s'attarder sur cette boîte, mais on a le classique, des écouteurs intra-auriculaires, micro USB, enfin USB, micro USB, le bloc chargeur, bloc secteur, un démarrage rapide juste ici. C'est tout. C'est tout et c'est déjà, c'est déjà pas mal. On s'attend pas forcément à moins après ou à plus. Ce que j'aime bien par contre chez Nokia, c'est les écouteurs. Généralement, ils sont plutôt bien. Alors, côté design, je vais le mettre un peu à côté du 1020 que vous puissiez voir vraiment les différences. Là, j'ai une version colorée. C'est la version orange. De face, ça se voit pas, alors que c'est vrai que sur le 1020, là, le jaune était quand même omniprésent, voire plus que ça, surtout si on le retourne. Vous verrez que de l'autre côté, c'est pas forcément plus calme. Et pour parler couleur, juste pour info, c'est un orange qui est très fluo, mais vraiment très très fluo, ce qui fait qu'en fait à la caméra, ça passe pas du tout. Je sais pas, il y a un truc avec le fluo. Et en fait, vous voyez vraiment la couleur quand je le penche comme ça. Vous voyez? Là, ça c'est la couleur de l'appareil. De face, il peut pas. Et vous voyez à quel point il est fluo. Quand je mets ma main par-dessus, ça vraiment. Enfin bref, ça colorise, ça illumine tout autour de lui. Alors, vous l'avez pas que dans cette version-là, hein. Vous inquiétez pas si vous aimez pas ce côté fluo. Vous avez également une version verte, fluo. Ces deux couleurs, c'est nouveau hein, pour Nokia. Normalement, c'est plutôt orange, toutes ces petites couleurs, ces couleurs-là comme ça chez Nokia. Là, ils ont changé. Et il y a aussi noir et blanc, si vous voulez la jouer sobre. Moi, j'aime bien cette version orange, elle me fait marrer. Donc ouais, sinon côté design, on a donc un appareil ici qui est beaucoup plus carré, comme vous pouvez le voir. On n'a pas on n'a pas vraiment la reprise du Fabula Design qu'on avait ici sur le 1020. Lui, c'est vraiment plutôt le successeur du 925, hein, parce qu'on a l'utilisation de l'aluminium, comme vous le voyez ici, un arrière en polycarbonate, mais juste l'arrière, et le reste en alu, et un écran bombé, et c'est à peu près tout. Il est plus épais hein, que le 925, un appareil qui est quand même assez costaud. Hein.
et il pèse 167 grammes. Par rapport au 1020, il n'est pas forcément moins, plus fin ou moins fin, enfin peu importe, plus épais. Par contre, celui-ci avait l'optique qui ressort. Là, on était sur du 40, là, on est sur du 20. Ça change. D'un côté, effectivement, il y a les mégapixels, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu des optimisations comme chaque année. Et donc, ça fait qu'on a quand même une très très bonne optique dans moins d'espace. Alors que là, on avait quand même beaucoup d'espace occupé. C'était un appareil qui était quand même très mis en avant pour sa photo, de par son design très spécifique. Là, on est sur quelque chose de plus sobre. Et c'est tout à fait appréciable. Alors, passons dans les détails maintenant. Donc, sur le haut, on a la caméra frontale de 1,2 mégapixels, le logo Nokia, sortie audio, quelques capteurs. On a un écran qui est légèrement, alors qui est même pas légèrement, qui est bombé. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez Nokia. C'est une belle plaque en verre avec, c'est dur à voir hein, la caméra comme ça, mais il est bombé. Voilà, il fait comme ça, très légèrement. Au-delà de ça, même c'est plus que ça sur celui-là. C'est la première fois que Nokia fait ça. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez ici la petite ligne. En fait, c'est la courbure de l'écran. Ça fait en fait quelque chose qui fait toc et qui remonte. C'est un peu dur à expliquer, mais en gros, cette partie-là, ça redescend normalement. Cette partie-là, ça descend de manière un peu plus brutale. Et c'est en fait, c'est pas bombé comme sur. Voilà, là, j'ai pas de Nokia qui est valable parce que celui-ci avait pas vraiment cette propriété-là. Mais par exemple, si vous vous rappelez un 800, un 920, tout ça, on a vraiment ça fait une courbe sur les extrémités, vraiment tout au bout. Et là, on a une zone qui est plus grande. Enfin bon, c'est un détail. Hein. Je m'attarde là-dessus parce que c'est original niveau design, vous voyez. Et moi, je trouve ça très chouette. Ensuite, en bas, on a les touches classiques. Windows Phone, retour, Windows, accueil et recherche. Là, on a un micro qui est assez bizarrement placé, vous le voyez là. Je trouve ça pas très joli, j'aurais préféré qu'il le mette ailleurs, mais la qualité du son est bonne, on peut le pardonner à Nokia d'une certaine façon. Alors, tranche droite aluminium avec un effet mat, c'est plutôt réussi. Volume on-off verrouillé, déverrouillé et la touche dédiée pour l'appareil photo, qui est plutôt confortable. Elle est positionnée un peu différemment quand même par rapport à ce qu'on avait sur un 1020. Donc par exemple ici, si j'aligne à peu près les touches là, vous voyez, celle-ci est beaucoup plus haute. Ça fait que c'est juste différent. Honnêtement, c'est pas forcément moins bien. Et puis les touches sont meilleures, hein. Elles ressortent beaucoup plus. Et elles s'enfoncent vraiment bien, c'est très très agréable à utiliser. Et moi j'aime bien, ça donne vraiment une sécurité quand vous prenez une photo, c'est agréable. Ensuite ici le jack, des petites zones pour l'antenne. Ça s'enlève avec l'ongle, c'est un peu difficile mais c'est toujours mieux que ce système là où il faut mettre un petit trombone. Donc voilà, par contre c'est de la nano SIM comme je vous disais, ça rentre là-dedans. En bas, micro USB, quelques mentions obligatoires. Rien à gauche. Absolument rien. Et ça fait que normalement, on peut le poser comme ça. Alors je sais pas, vous y verrez peut-être une utilité, notamment pour prendre des photos, pourquoi pas. Et à l'arrière, la plaque en polycarbonate qui a en fait cette couleur là, je vais la laisser comme ça. Le double flash LED juste là, Pure View, bien sûr avec Carl Zeiss. 20 mégapixels, 2 micros là, on en a, enfin ouais, un ici et un là-bas, on en a 4 au total, c'est pour le rich recording. Et le côté fluo rend mon caméscope complètement cinglé. Le haut-parleur, et c'est à peu près tout. Un logo Nokia, et vraiment, c'est très fluo. C'est vraiment, ça pique les yeux. Moi j'aime bien, j'ai aucun souci avec l'originalité, mais ça pique violemment les yeux. Donc si vous voulez un appareil vraiment original côté couleur, bah écoutez, vous avez de quoi faire ici avec le 930. Ok, bon, alors, on va passer par l'écran pour commencer. Donc, comme je vous disais, c'est du AMOLED CBD. C'est un écran avec une densité de pixels très élevée. Enfin, très élevée, oui, très élevée, 441 ppi, c'est très bien. Et en gros, vous avez une très très bonne netteté au niveau de l'image, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez également de très très belles couleurs. Tout est net, enfin, il n'y a pas de problème là-dessus. En plus, c'est de la molette, du coup, le noir est bien noir. En fait,
Honnêtement, l'écran, il est quasiment parfait sur plein de choses. C'est les couleurs, c'est les noirs et les blancs, là, le contraste qui est très marqué. C'est le côté fonctionne avec des gants. C'est, je sais pas, le double tap pour déverrouiller, ça fait partie de l'écran. Le fait qu'il soit incurvé et qu'il glisse bien, tout ça, c'est vraiment très agréable. Il y a juste un tout petit truc et qui normalement va être réglé. C'est que ça se voit pas forcément là, je sais pas si je l'ai ajusté moi-même et ça se verra pas à la caméra parce que j'ai juste la balance des blancs. Mais en gros, les gris sur le 930 sont un peu de base, sont un petit peu rosé, rouge. Et ça fait un peu violet. Alors vous verrez ça, cherchez peut-être sur Google ce problème. C'est un problème apparemment sur tous les 930. Hein. Tout le monde en parle. Et en gros, c'est juste un problème de teinte. Et apparemment, c'est pas hardware, c'est software. Et donc, juste pour info, si vous avez un appareil et que vous trouvez que c'est vraiment gênant, en attendant une mise à jour, vous pouvez aller là dans affichage, profil de couleur. Là, vous faites avancer. Et teinte, vous le faites basculer vers le vert. Alors pas à fond, parce qu'après ça fait vraiment vert. Mais à la base c'est vers le milieu et c'est vrai que vous voyez peut-être ça tire un peu vers le rose. Là ça c'est normal, mais ça c'est censé être neutre et ça l'est pas réellement. Honnêtement, je l'avais un peu remarqué sur les blancs plutôt. Et je m'étais posé la question est-ce que c'était normal ou pas. Et j'ai vu ça apparaître, l'actu apparaître. Et j'ai commencé à fouiller. Et je me suis dit oui, effectivement, mais ça m'a pas choqué. Mais bon, voilà, si vous avez ce problème, vous pouvez le régler. Et au-delà de ça, ça devrait être corrigé par Microsoft. D'ici peu, Microsoft, Nokia, je sais pas qui bosse là-dessus, sur le software. Ok, bon, alors on va passer aux fonctionnalités, il y en a beaucoup, je vais essayer d'aller vite, mais d'ailleurs si vous voulez voir vraiment un changelog complet de Windows Phone 8.1, enfin complet, présentation générale de Windows Phone 8.1, je l'avais fait sur le 1020, donc je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube. Alors, premier truc qu'on voit, malheureusement sur le 930, c'est qu'on n'a plus Glance Screen. Glance Screen, j'ai mon 1020 mais il n'est pas allumé, je vais pas pouvoir vous le montrer, c'est pas grave, c'était le système qui permettait d'avoir en veille l'écran éteint, pas vraiment éteint du coup, en permanence l'heure, les notifications, ce genre de choses. Ça c'est un truc qui a disparu, visiblement c'est une limitation hardware, alors moi personnellement j'ai du mal à comprendre parce que c'est du AMOLED, est-ce qu'il y a un traitement particulier? Apparemment oui, qui fait qu'ils peuvent pas intégrer Glance. Donc voilà, par contre vous avez toujours le double tap qui marche toujours aussi bien, écran de déverrouillage, classique, les notifications, l'heure, la date, toute la collection. Ensuite, alors, sur l'accueil, une des nouveautés, c'est que vous pouvez mettre un fond d'écran. Je vais le faire tout de suite. Il y a aussi, vous venez de le voir, le tiroir qui défile comme ça. On va aller là-dedans, choisir une photo, je ne l'avais pas fait. Parfait. Alors, on va mettre, peu importe, hop, voilà, vous choisissez une photo en fond d'écran, et ça va la définir en fond. Alors, comme c'est un système de tuiles et que ça prend normalement toute la place, ça aurait été un peu étrange de faire en sorte que le fond soit là. Parce qu'en théorie, il n'y a vraiment aucun espace qui est libre. Donc on ne verrait pas le fond d'écran. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont intégré en arrière-plan de certaines tuiles. Donc vous voyez par exemple les tuiles en haut à droite, en haut à gauche, pardon, c'est en fond. Donc c'est un arrière-plan de manière un peu subtile, c'est-à-dire que ça va dépendre de la façon dont votre accueil est fait. Si vous avez que des icônes, des tuiles, pardon, qui supportent pas ce mode, parce qu'il y a des tuiles qui ne le supportent pas, ou ça c'est aux développeurs de choisir, mais même en natif, il y en a qui ne le supportent pas. Par exemple ici j'ai actualité, en grand ça marche pas, en petit je crois pas non plus, puisque c'est plutôt une tuile widget. Une tuile en mode plus icône, ça va fonctionner. Je pense que celle-ci, si je la mets en grand, en grand ou en médium, on va dire, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Voilà, bam. Donc là maintenant j'ai le fond qui s'affiche, voilà. Donc ça c'est ce genre de choses, vous allez vous amuser à personnaliser un petit peu plus, vous avez aussi tout ce qui est couleur, vous pouvez le faire, vous avez des nouvelles couleurs il me semble avec 8.1. Ensuite on a ça, c'est complètement nouveau. C'est le tiroir, je vais appeler ça le tiroir des notifications puisque c'est comme ça que ça s'appelle sous Android et ça ressemble à ça, faut pas se leurrer et c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien qu'ils apportent ça. Là où vous pouvez régler tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, mode avion, vous pouvez effacer les notifications qui sont affichées par bloc en fait. Donc là par exemple j'ai une application qui s'appelle Batterie, qui n'est pas une application native, qui m'a envoyé des notifications. Je peux les effacer, mais ça efface un bloc entier. C'est pas comme
Ah, remarquez, c'est un petit peu pareil sous Android, mais là vraiment c'est très marqué par bloc. Vous effacez tout, ça efface tout le bloc, et vous pouvez faire tout effacer également. Il me semble que quand par exemple vous lisez un mail et que vous avez effacé et que vous n'avez pas effacé la notification, le mail en question disparaît de la notification. Mais ça, je suis pas sûr, j'ai pas eu l'occasion de tester. Et vous avez un raccourci rapide vers les paramètres. Il y a autre chose à savoir aussi, c'est que cette barre là-haut, qui avant en fait était un petit peu, c'était un peu caché. Il y avait les éléments, il fallait les appeler en appuyant une fois. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous en avez un. Mais c'était un peu comme ça. Maintenant, c'est affiché en permanence et vous avez également, quand vous avez des notifications, là on le voit pas, une petite icône particulière qui mentionne qu'il y a des notifications. C'est une sorte de rectangle avec des lignes, un truc comme ça. Ok, donc bon, on la verra sûrement lors du test. Donc ça, c'est les paramètres. On a toujours vraiment une liste assez colossale et on a également des paramètres relatifs aux applications. Je vais pas me promener là-dedans. Il y a juste un truc que je voudrais mentionner parce que ça s'active un petit peu à travers tout ça. 8.1 s'intègre aux États-Unis une fonction qui s'appelle Cortana, qui est un assistant personnel vocal, mais pas uniquement. Actuellement, il est disponible qu'en anglais et je crois qu'aux États-Unis, peut-être en Angleterre, mais en tout cas pas chez nous et ni en français, où vous pouvez l'activer via des petites astuces dont j'ai parlé dans ma vidéo sur la 8.1. Mais ça nécessite de passer votre terminal entièrement en anglais et c'est pas forcément quelque chose que vous aurez envie de faire. Et Cortana après est en anglais bien sûr. Donc si vous lui parlez, il faut lui parler en anglais. Alors après si vous êtes bilingue, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ultra pratique au quotidien je trouve. Pour info, ça devrait arriver courant 2015 en français chez nous. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis sinon, les paramètres, sonnerie son, email, compte, vous pouvez toujours déterminer tous vos comptes là-dedans. Écran de verrouillage, notification. Alors, écran de verrouillage, oups, c'est pas ici, c'est là. Vous avez aussi les arrière-plans. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on avait avant, mais bon, si vous connaissez pas, vous pouvez choisir d'afficher une photo en fond d'écran. C'est ce que j'ai actuellement, mais vous pouvez également choisir, pourquoi pas, de basculer sur Bing. Alors Bing, du coup, ça devient une sorte d'écran de déverrouillage dynamique avec une photo, je crois que c'est une photo différente tous les jours, ou ça change au cours de la journée, ce genre de truc. Donc voilà, ça je vais le laisser là. On a les raccourcis rapides qu'on peut déterminer, on peut mettre un mot de passe si on a envie. Quand on met un mot de passe, on peut quand même activer les notifications sur l'écran de déverrouillage. Mais quand vous voulez afficher un mail, si vous appuyez par exemple sur une notification, ça va vous demander le mot de passe. Mais vous pouvez quand même voir les sujets. Ce qui est pas, ouais, ce qui est pas super safe, mais bon, les sujets, c'est pas toujours sensible. Vous avez vu les boutons ici, vous appuyez là, vous arrivez sur la recherche, on va dire, universelle. J'ai pas trouvé que ça marchait forcément toujours super bien. Mais en tout cas, ça vous permet quand même de faire, par exemple, là je tape Lucienne. Alors, normalement, il devrait me proposer. Ah, oups, je sais pas taper, c'est bien. Donc voilà, un contact, mais également une recherche sur Internet. Donc c'est ça la recherche centralisée. Et puis après, vous avez également la recherche de musique, là vous voyez, recherche visuelle et les environs. Ça c'est un classique, ça n'a pas changé. Normalement, utiliser cette touche-là, ça nous faisait arriver sur... bon, de base, ça nous fait retourner sur l'accueil, mais ça nous faisait arriver sur l'assistant vocal. Et ça, hop, c'est le multitâche qu'on connaît. Et vous pouvez également enlever des processus de cette façon-là. Si vous êtes, pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement, mais si vous êtes par exemple là-dedans, ça charge, je me mets, je sais pas, sur ça. Voilà, là je suis là-dedans. Si je fais back, je reviens un coup en arrière. Je fais back, je reviens un coup en arrière. Et si je fais back, je reviens encore en arrière, même au-delà de l'accueil, puisque ça fait vraiment un historique de tout ce que j'ai fait. Bon, alors, quoi d'autre sinon? Bon, il y a plein d'autres trucs nouveaux, hein, je regarde juste, je me suis fait une petite liste, mais voilà, s'il y a des trucs qui manquent, n'hésitez pas d'un le mentionner, de deux à regarder aussi là. Il y a mon test écrit, et de deux, et de trois peut-être plutôt, le test, la présentation de 8.1. Ok, vous avez le menu principal, menu des applications on va dire plutôt ici, avec un tri par lettre. Vous pouvez appuyer là pour basculer rapidement vers une lettre. C'est assez bien fait, vous avez la recherche également. Ici, vous pouvez rester appuyé sur une application pour la basculer sur l'écran d'accueil ou la désinstaller. Ensuite, bah là il y a vos systèmes de tuiles, hein. Je ne vais pas vous le représenter, je pense que vous connaissez, la grosse nouveauté.
C'est déjà d'un, vous pouvez avoir 6 icônes en largeur, les petites icônes. Ça, c'est pas tout à fait nouveau, hein, il me semble. Par contre, c'est le fond d'écran qui est nouveau. C'est le petit élément en plus. Après, vous pouvez voilà, les poser où vous voulez, les positionner. Vous avez différents formats, ce genre de truc, quoi. C'est assez classique. Windows Phone. Je pense qu'on va du coup procéder. Je regarde juste un truc. Est-ce qu'il y a téléphone, tout ça là-dedans? Ah, mais c'est en bas. C'est en bas, c'est pas terrible. Ok, on va passer dans le téléphone. Alors là, j'ai pas de carte SIM, du coup, j'ai pas forcément toutes les options qui s'offrent à moi. Vous composez un numéro de cette façon. Vous avez l'historique, les numéros favoris. Et si vous appuyez ici, vous avez vos contacts avec numéro de téléphone. C'est assez pratique. Il y avait un accès au répondeur également. Là, on a les conversations qui s'affichent de cette façon-là. Si vous voulez sélectionner des choses, vous faites comme ça. Hop, je rentre dans une discussion. C'est plutôt pas mal. Alors tout s'affiche comme ça en empilement. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de nouveauté. On peut désactiver les notifications, effacer une conversation, bloquer des messages. Et la nouveauté finalement là-dedans, c'est le clavier. Alors il y a quelques petits trucs nouveaux. Notamment quelque chose qu'ils ont appelé Word Flow, qui permet, vous connaissez, swipe, SwiftKey, etc., etc. Donc par exemple, bonjour les amis. Apparemment c'est, oups, j'ai appuyé sur espace sans faire exprès, ça va, blablabla. Ça marche plutôt bien. Il y a un autre truc aussi, c'est que quand vous rentrez certaines phrases ou certains mots et apparemment certains ensembles de mots, vous avez des smileys, des émoticônes qui s'affichent. Donc par exemple, si je tape police, c'est un exemple que j'ai comme ça, c'est un peu naze, vous avez une voiture de police, et tout ça c'est accessible là-dedans, hein. Vous en avez plein. Ça va être là, voilà, je sais pas, il y en a plein. C'est un château. Si j'imagine que, enfin, si je tape château, il devrait m'afficher le château, c'est ce genre de truc. Voilà. Donc ça, c'est plus pour... c'est assez fun, et normalement, c'est universel. Alors, j'ai pas eu l'occasion de tester malheureusement, mais normalement, ça marche avec tous les terminaux récents, parce que je crois qu'ils intègrent tous ces petits visuels-là. Enfin bon. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Wordflow, ça marche plutôt bien, comme je vous disais, c'est très réactif déjà. Les propositions sont bonnes, ça permet d'aller rapidement. Et sinon, au-delà de ça, vous pouvez taper normalement également, il n'y a pas de souci. Je crois que vous pouvez désactiver Wordflow si vous n'avez pas envie de l'avoir. Mais ça, je pense que c'est dans les paramètres principaux. Mais salut encore les amis. Bien, ça va bien, j'ai écrit va bien. C'est pas grave. C'est à peu près tout. Moi j'aime bien le clavier dans Windows Phone, c'est un clavier plutôt réactif. Parfois les propositions sont un peu étranges. Là c'est pas toujours ultra pertinent, mais il apprend au fil de votre frappe, notamment même où vous placez vos doigts sur les lettres quand vous tapez. Ça date de la précédente mise à jour, mais c'est assez pratique, ça permet de pas trop se tromper. Donc à force de l'utiliser, il devient intelligent et ça se sent, c'est agréable. Ok, tout ce qui est contact ici. Donc les contacts, hein, c'est toujours pareil. Vous avez là les systèmes de salon et groupe. Vous avez vos contacts, tout est synchronisé avec les réseaux sociaux si vous ajoutez vos comptes, bien entendu. Donc là, par exemple, quoi de neuf? J'ai Facebook et Twitter. C'est pas grave. Et donc là, il me balance, c'est quoi? Ça vient de Facebook. Ouais, voilà, ça c'est la page test mobile Facebook. Donc il m'affiche ça. Bon, après, voilà, vous mettez vos propres trucs. Si je vais sur un contact, j'ai son profil avec appeler son mobile, etc., publié dans le journal Facebook si j'ai envie. J'ai ses photos, je peux laisser si j'ai envie un commentaire. Alors bon, ça lance Facebook, mais je peux y accéder de cette façon-là. J'ai quoi de neuf? C'est ces updates à 7 personnes uniquement sur, là c'est Facebook, mais normalement ça marche aussi avec Twitter, mais il n'y a pas de compte Twitter configuré pour cette personne. Et c'est à peu près tout. C'est pas mal. En fait, il y a assez peu aujourd'hui de constructeurs ou même d'OS qui intègrent le social dans les pages, dans les fiches des contacts. Il y a HTC qui le fait sous Android et il y a Windows Phone qui le propose en natif. Ok, je pense que du coup on va passer dans le menu là. Alors, on passe là, il y a actualité, du coup je vais être un peu obligé de vous présenter ça tout de suite, c'est pas grave parce que c'est intéressant. Alors en fait, je sais pas si c'est nouveau à 8.1 honnêtement.
mais c'est quelque chose que j'avais pas moi sur mon 1020, donc je pense que ça s'est fait entre les deux. J'utilise pas Windows Phone au quotidien, vous le savez. Il y a toute une suite d'applications Bing qui est honnêtement très bonne, qui est proposée maintenant, et je vais vous la montrer très brièvement. En gros, vous avez actualité, cuisine et vin, et quoi d'autre? Elles sont où? Santé et forme, et normalement il y en a une autre, voyage. Donc ça c'est 4, si je ne me trompe pas, applications, qui ont chacune leur différentes... Enfin, elles proposent à peu près les mêmes choses, à savoir deux types de contenu, des actualités, des conseils, des choses comme ça, et des outils. Donc là, par exemple, c'est actualité, c'est un peu différent, c'est purement de la news, des actus, quoi. Donc là, voilà, on a la une, sport, différentes catégories, on peut aller accéder à ses sources, on peut choisir des sujets. C'est un peu Blinkfeed, mais sans le côté social, si vous voulez. Là, on a YouTube, oups, un YouTube qui charge toujours dans le player, hein, bien sûr. Enfin, il n'y a pas d'application officielle YouTube, donc ça c'est pénible. Ensuite, on a cuisine et vin, et là ça commence à devenir vachement intéressant, je trouve, parce que c'est préinstallé. Donc ça c'est en partenariat avec des sites comme Cuisine AZ, etc. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des recettes, parcourir les recettes, liste de courses, collection. On peut choisir des recettes en fonction de, je sais pas, j'ai un régime spécial, sans gluten. J'ai que des recettes sans gluten qui s'affichent. Bam, il me dit 25, quoi. Temps total, 29 heures. Ah, il doit y avoir un repos ou un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est avec allrecipes.fr apparemment. Et c'est bon, c'est bien. Et ensuite, on a accès aux ingrédients, aux étapes, aux remarques de je sais pas trop qui. Voilà. Et ça, c'est pour tout. Il y a énormément de recettes. Je sais pas combien il y en a. Et puis après, vous avez les mêmes pour la même chose pour les cocktails. Par exemple, ingrédient principal, moi j'aime bien le gin. Hop, j'ai des recettes avec du gin, de cocktail. Les ingrédients. Alors vous avez vu, il y a des pubs. Donc c'est en fait c'est un business model hein, pour Microsoft, mais bon moi je trouve ça quand même bien. On a les étapes, tout est clair quoi, c'est vraiment bien foutu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les vins, alors là c'est encore autre chose, et ça c'est en partenariat avec une autre boîte, je sais pas, on va voir ces pages. Euh, je sais pas, je connais pas grand chose en vin, malheureusement. Bon, malheureusement. Donc là c'est quoi? J'ai des commentaires sur le vin notés par des gens, bon c'est en anglais, fort bien. Détails, photos, voilà, les photos des trucs, enfin bref, vin associé, remarques, blablabla. Donc si ça vous intéresse, ça c'est pour tout ce qui est gastronomie. Ensuite, on a... T'es où déjà? Allez, santé et forme, qui est pas mal du tout également. Alors qu'utilise, j'ai oublié de le mentionner, mais ce terminal est le premier sous Windows Phone à avoir un chipset intégré qui gère les capteurs. Alors c'est un petit peu comme ce qu'on a chez HTC avec le M8 ou le 5S, l'iPhone 5S. Dans l'idée, il y a un capteur spécifique. Et donc ça vous permet notamment d'avoir une application comme ça qui marche en permanence. Donc pour compter notamment vos pas, bon je le trimballe pas avec moi, donc j'ai fait 12 pas aujourd'hui, c'est vachement bien. Et donc voilà, vous avez votre distance, calories brûlées, ce genre de truc, temps d'activité 4 secondes, les objectifs de calories, la distance, donc ça c'est la première chose. Puis ensuite après vous avez un suivi de régime, donc on peut rechercher des trucs genre choc à pic, et puis il va vous dire combien il y a de calories, ce genre de trucs. Ensuite, entraînement, donc là vous avez des objectifs. Par exemple, je veux gagner en force, bon, on va faire genre yoga. Bon, on va rester dans tout ce qu'il y a d'autre. Je sais pas, les secrets de la prise de masse musculaire au niveau des bras. Ah, ça c'est bien. Je sais plus avec qui c'est, comme en partenariat avec qui. Et donc après, vous avez résumé, durée 60 minutes, c'est un exercice de routine, entraînement, repos, il vous dit tout. Le programme avec vos exos, le temps, les répétitions, etc. Après, vous avez le résumé. Si j'appuie sur un exercice, je crois qu'il nous montre les étapes de l'exercice, ouais. Et il vous en donne plus aussi, exercice associé, exercice quand vous commencez à être meilleur. Donc bon, c'est quand même vachement complet et c'est qu'une section de l'application santé. Ensuite, vous avez suivi GPS, ça si vous courez, c'est vachement pratique. Ça c'est un suivi vraiment plus pointu. Ensuite, alors là, je sais pas trop quoi en penser, mais c'est un côté médical. Donc je peux taper une maladie, il n'y a rien qui vient, c'est pas grave. Et après, vous avez des propositions et on fait suivi Alors, ça c'est assez étrange, mais
J'aime pas l'idée parce que ça pousse les gens à faire de l'automédication et ça, je suis pas fan, mais le concept est quand même vraiment chouette. Donc, par exemple, j'ai mal à l'épaule, j'appuie là. Bon, il dit bras, et là, je choisis un truc, genre, j'ai douleur de la main, et ensuite, il me dit, oh oui, est-ce que t'as aussi engourdissement? Ouais, j'ai ça, j'ai ça. Donc, après, il dit deux maladies possibles, et il te dit, tu peux avoir ça et ça. Et quand t'appuies dessus, là, il raconte tout un blabla vérifié par le professeur, je sais pas trop qui, facteur de risque, diagnostic, traitement. Et donc là-dedans, il vous dit ce que vous êtes censé prendre. Alors, je sais que c'est pas exactement ça, hein, c'est vraiment des conseils et je crois que c'est quand même bien fait. Mais bon, c'est un peu particulier, mais ça a le mérite d'être complet. Il y a du boulot qui a été fait, c'est une certitude. Et la dernière, c'est voyage. Euh, je tenais à m'attarder là-dessus parce qu'honnêtement, c'est rare que des constructeurs proposent, des constructeurs et même voilà, des créateurs d'OS, on va dire. Google propose des applications, je sais bien, mais là c'est vraiment, pour moi, c'est nouveau pour Microsoft, toute cette suite Bing. Et vous avez donc ici dans Voyage tout un suivi de vols. Donc là, par exemple, arrivée, départ, Paris-Charles de Gaulle, j'ai tous les vols, je peux savoir leur statut, etc. Donc ça, honnêtement, ça c'est super pratique si vous voyagez. Statut d'un vol, vous mettez le numéro du vol et vous avez le statut. Recherche de vol et recherche d'hôtel. Donc ça, c'est plus des comparateurs de prix, c'est un petit business model pour Microsoft. Derrière, ça voilà, j'ai une notification qui vient de s'afficher, si ça vous intéresse, c'est comme ça que ça s'affiche. Ensuite, j'ai des idées de voyage, pourquoi pas. Des actus liés au voyage, donc là, c'est en partenariat avec Relax News, qui est une boîte d'éditorial, voilà. Et il me dit, oui, si tu veux aller à Versailles, ok, je vais aller à Versailles parce qu'il voit où je suis, il me donne la météo, il me dit résumé avec Michelin. Enfin, ils ont un nombre de partenariats incroyables mis en place pour ça. Photos de voyageurs, de je sais pas, bref, plein de trucs. Et voilà, en gros, une belle suite Bing. Moi je trouve ça génial. Donc ça, c'était une petite grosse parenthèse là-dessus. Ensuite, on a un système d'alarme, rien de particulier. Une app sociale, alors moi j'étais un peu surpris parce qu'il me semblait que cette app justement avant c'était une app qui permettait de regrouper Facebook, Twitter, etc. Il me semble. Et maintenant en fait c'est une sorte de plateforme pour télécharger des applications avec un côté social. Je sais pas. Là, bon, voilà, c'est une façon d'accéder à des applications triées en fonction de vos goûts et du goût de vos amis sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est ça. L'appareil photo, je vais faire dans l'ordre maintenant, hein. Donc on connaît cette interface, hein, si vous avez vu mon test du... Ah, pas celle-là. Alors, excusez-moi. Il y a deux interfaces. Bon, ça c'est un classique. Il y a Nokia Caméra et il y a l'appareil photo ici. Ça c'est l'interface de Microsoft. Donc avec les filtres. Celle-là, j'admets que je la connais beaucoup moins bien. On a les scènes ici. Moi, j'ai utilisé que celle de Microsoft. On a la caméra frontale là. Là, on a l'accès à la galerie. Là, c'est mode rafale, la vidéo. Et c'est à peu près tout. Ouais. C'est à peu près tout. Donc ça, c'est pour la caméra de Microsoft. Si j'appuie sur le bouton là où je vais dans le menu chercher l'application, j'ai Nokia Caméra. Alors Nokia Caméra, c'est ce que je conseille d'utiliser. C'est quand même vachement bien. Vous avez la possibilité de choisir différents modes, automatique, nuit, sport ou auto. Voilà, on fait le tour, on règle le flash ici. On ouvre ça pour accéder aux paramètres plus détaillés. Vous faites ça et vous avez ces fameux cercles qui s'ouvrent avec la possibilité, vous voyez, de régler l'exposition, la vitesse d'obturation, les ISO, la mise au point manuelle et balance des blancs. Et c'est super bien fait, ça marche bien. Là, on a tout ce qui est vidéo. On peut zoomer, bien sûr, hein, quand on prend une photo avec zoom sans perte. Alors, c'est jusqu'à 2 fois. En fait, ça va dépendre du nombre de mégapixels. Sur le 1020, c'était plus, je crois que c'était 4, il me semble. Et là, on a un mode séquence intelligente. C'est le fameux mode Smart Camera qui a été rajouté, en fait, qui a été mis dans la même application. Avant, vous aviez deux applications pour le faire. Maintenant, tout est regroupé dans la même. Donc en gros, vous prenez des photos et des vidéos classiques avec ces deux modes-là, vous ajustez les paramètres un petit peu comme vous le souhaitez. Si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester en mode automatique. Et vous avez la stabilisation ici, enfin pardon, il y avait écrit stabilisé, donc je lis tout bêtement ce qui est écrit. Non. Là vous avez le mode séquence.
Donc ça prend une séquence, ça sert à rien, ça, ce que je viens de faire, mais ça permet tout simplement après, et je vais l'ouvrir, d'accéder. Alors, est-ce qu'il va me le proposer? Ouais, modifier la séquence intelligente, et vous avez différents modes. Alors ça c'est le classique, hein, c'est meilleur cliché, retoucher les visages, supprimer les objets en mouvement. Ce qui est grisé, c'est parce qu'il a rien détecté. Hein. Photo d'action, mise au point sur l'action, ce genre de truc. Voilà, donc ça c'est... Vous avez besoin absolument de prendre des photos avec ce mode de séquence pour pouvoir ensuite avoir ces effets que vous pouvez implémenter sur vos clichés. Il y a autre chose également, alors ça a été déployé pendant ma période de test en fait. Donc je suis plutôt content de pouvoir vous le montrer. C'est pas ça tout de suite, ça c'est les filtres. La même chose que dans l'autre application de Microsoft, caméra frontale, retardateur. Bracketing, c'est pour faire du HDR mais manuel, si vous avez envie. Didacticiel, votre avis, etc. Et dans les paramètres, vous avez la possibilité d'activer la mise au point assistée par flash, grille de cadrage, proportion mode de capture, donc 5 mégapixels uniquement, ou 5 et 16, ou 5 et 16 en DNG. DNG c'est format RAW, RAW c'est brut, et DNG c'est voilà, c'est ça, et c'est 16 mégapixels max. Par défaut, c'est ça. Quand vous faites ça, en gros, dans votre mémoire de terminal, vous avez un cliché 5 mégapixels et un cliché 16 qui se mettent à côté. Donc ça prend beaucoup plus de place, mais au moins vous avez les deux possibilités. Alors il y a ça, c'est la petite nouveauté, c'est prendre des images animées et les voir. Donc ça, vous pouvez l'activer, ça prend du coup un tout petit peu plus de temps. Je vais prendre quoi? J'ai un stylo. Justement, j'ai un stylo vert. C'est à peu près ce vert-là, l'autre. C'est un stylo lumière. Donc je vais prendre le cliché et je vais me bouger volontairement. Voilà, vous voyez, enregistrement de l'image animée, il y avait écrit. Alors là, je viens de capturer une photo classique. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Et voilà. Donc là, l'exemple est très mauvais. Je crois pas avoir de meilleur exemple, je suis absolument désolé. Mais en gros, ce que ça va vous permettre tout simplement de faire, je trouve pas ça très utile honnêtement, et donc c'est pour ça que je l'avais désactivé. Mais c'est que quand vous défilez dans votre galerie, vous revoyez les quelques images juste avant la capture en mouvement, et paf, d'un seul coup ça bloque sur la photo qui a été capturée. Et c'est vrai que quand vous prenez des gens et je sais pas, ils sont en train de sourire et vous défilez, vous voyez la personne bouger et à la fin se bloquer sur son sourire. C'est sympa. Honnêtement, ça sert à rien et ça rallonge, je trouve, la durée de capture, le temps de capture. Donc, personnellement, moi, j'aurais tendance à l'enlever. Et niveau temps de capture, d'ailleurs, bah écoutez, en enlevant ça, image animée, c'est pas si mal. C'est mieux, en tout cas, je trouve que... Vous voyez, on repart directement dans l'application. Parfois, il y a des petites lenteurs, mais ça reste assez rare. Et c'est plus rapide que sur le 1020, donc ça, c'est plutôt bien. Ok, donc ça c'était pour l'appareil photo. On parlera qualité. Bon, je vous invite à regarder le test écrit. J'en reparlerai dans la galerie. On passera dans la galerie. Je vous montrerai 2-3 clichés. Mais je vous invite vraiment à regarder le test écrit sur Test Mobile. Assistant de données, assistant stockage, c'est deux applications qui permettent tout simplement de gérer comment vous consommez vos données. Donc données cellulaires avec une limite à définir et l'autre qui gère le stockage. Qui vous disent qui prend de la place, combien de place il vous reste, etc. Batterie, ça fait pas partie des applications de base. Bazarchic, c'est installé, ça me plaît pas trop parce qu'en fait, c'est une application promo. En fait, je sais même pas ce que c'est, je connais pas. Désolé, la mode et moi, ça fait 5. Calculatrice, calendrier, qui a aussi eu quelques modifications. Alors, je crois que c'est des modifications inhérentes à la 8.1. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc là, je suis en mode jour. Je peux passer en mode semaine. Moi, je trouve qu'il est très très bien fait le mode semaine. Donc, on a la semaine ici avec ce qui s'écrit en petit, hein, les différents trucs. La météo. Et là, le mois entier qui s'affiche. Je peux défiler de cette façon-là. Et si j'appuie sur une journée, elle va s'ouvrir de cette façon-là. C'est vraiment bien fait. Et ça, c'est nouveau. Moi, je connaissais pas. On a le mode mois qui s'ouvre également. Donc, ça évite de basculer vraiment d'une page à l'autre. Tout s'ouvre dans la même interface et vous pouvez défiler rapidement entre les mois. Donc le calendrier a vraiment subi de belles modifications. Moi j'ai toujours un peu critiqué le calendrier de Windows Phone et maintenant je le trouve très bien. Ce qui est bien, c'est une bonne nouvelle. Alors on a cartes, ça c'est Bing, c'est les cartes avec Bing.
J'ai même pas lancé l'application pour tout vous dire parce qu'on a une solution qui est bien mieux et on passera dessus juste un peu après. Contact, on a vu Cuisine et Vin. Économiseur de batterie, c'est un mode d'économisation d'énergie qui peut s'activer. À vous de l'activer quand la batterie est un peu faible. J'ai un peu testé, c'est assez efficace, surtout si vraiment vous êtes sur votre dernier pourcent, bah c'est ça le but, hein, et que vous voulez vraiment garder un petit peu plus d'autonomie. On parlera d'autonomie un peu plus tard, vous inquiétez pas. Facebook Finance, bon, l'application Finance, ça c'est une des applications de Bing aussi, hein, je ne l'ai pas mentionné. Au niveau des emails, vous pouvez configurer bien sûr vos comptes. Moi là j'ai un compte Gmail. Ça marche bien. J'ai dû reboot le téléphone la première fois parce qu'il refusait d'aller lancer la page pour demander à Google l'autorisation d'accéder au compte. Mais après ça fonctionnait donc il n'y a pas de souci. C'est propre. C'est toujours avec cette interface qui, je trouve, est un peu plus optimisée qu'avant. Alors après, c'est peut-être juste une impression, mais j'ai l'impression qu'on voit plus de mails. Les textes sont peut-être moins gros, je sais pas. Mais j'aime beaucoup plus maintenant. Et toujours comme ça, il y a le clavier qui est en blanc également. Voilà, ça change rien. Le clavier reste le même, mais il est blanc. Enfin, gris très clair. Euh, Ok, ensuite on a les trois applications que je ne vais même pas lancer parce que vous les connaissez, je pense. Et si vous ne les connaissez pas, je vous invite à regarder n'importe quel de mes tests récents Windows Phone. Ben, en gros, vous avez Drive Plus, c'est navigation assistée par GPS avec possibilité de télécharger les cartes en hors ligne sur votre terminal. Donc par exemple, vous partez en Espagne, vous n'avez pas de réseau là-bas, vous téléchargez toute l'Espagne si vous avez envie, et vous avez ensuite votre carte sur votre terminal et vous pouvez naviguer n'importe où. Donc pour voyager, c'est juste magique. C'est beaucoup mieux que Google Maps qui permet juste de sauvegarder des zones et qui de toute façon enregistre moins d'informations, donc c'est pas intéressant. Here Maps, c'est juste de la cartographie, un peu moins, un peu, bon, pas guidage à proprement parler. Vous pouvez faire des itinéraires, mais c'est plus pour rechercher des lieux, ce genre de trucs. Vous avez différents modes ici, et notamment Live Site, qui est plutôt sympa, qui permet de voir autour de vous ce que vous avez, mais là je vais pas le lancer, ça marchera pas très bien. Et Here Transit, en français normalement c'est transport, il a dû l'appeler comme ça. Mais ce qui est génial, qui vous permet tout simplement, et regardez là-haut, la petite icône là, c'est une icône de notification. S'il veut bien rechercher ma position, non, il va pas. Départ maintenant. Je vais mettre Gare Saint-Lazare vers Charles de Gaulle, Général de Gaulle. Voilà, et là il va vous donner des itinéraires en métro, en RER, etc. Ça supporte plusieurs villes en France. Donc je vais pas vous lister la liste, vous lister les noms, parce que je les connais tout simplement pas. Mais il y en a pas mal, hein. Je crois que toutes les grandes villes françaises sont couvertes, et pas que en France bien sûr. Ok, donc voilà, vous avez cette petite suite here qui est vraiment vraiment bien. On va passer sur le web. Le web. Alors c'est un appareil qui est bien équipé, hein, Snapdragon 800, quad-core, 2,2, 2 Go de RAM, et ça se sent. Moi j'ai jamais eu de problème de réactivité sous Windows Phone, mais c'est bon, c'est assez amusant parce qu'en fait, Test Mobile dans sa version mobile, je vous en parle à chaque fois, mais elle manque un tout petit peu d'optimisation, et donc sous Android c'est pas terrible terrible, et là sous Windows Phone ça tourne genre super bien. Donc ça c'est vraiment top. On va aller sur The Verge vite fait, si je peux. Non, The Verge Technology, ok, c'est bizarre. Euh, hmm. Le web, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? On est dans Internet Explorer 11, sous Windows Phone 8.1. On a la possibilité d'avoir les onglets. On peut synchroniser, je ne l'ai pas fait là, mais on peut synchroniser vos onglets et vos favoris avec votre compte live, enfin Outlook, pour ensuite réaccéder à tout ça après. Vous avez également la possibilité de lancer un onglet qui s'appelle In Private, qui a un compte privé. Pas un compte privé, un onglet privé, comme on a l'habitude de trouver sous d'autres OS, hein, vous connaissez. Vous naviguez de manière incognito, tel un ninja. Les paramètres, version mobile, forcée, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans IE11? La lecture normalement de vidéos intégrées qui fonctionne mieux. Là, normalement, ça devrait marcher, potentiellement. Voilà.
Bon, voilà. C'est un peu l'expérience web est juste très très bonne. On n'a plus du tout les soucis que je regrettais avant, par exemple les titres qui étaient trop gros, etc. Tout est bien équilibré, les sites s'affichent tels qu'ils le devraient. Et pour lire des articles, tout ça, avec en plus cet écran qui est vraiment très très bon, il n'y a aucun souci, tout est très très bien. Ça marche très bien. On a toujours Xbox Games, avec tous les jeux liés à Xbox, avec la plateforme, etc. Je connais pas très bien l'écosystème Xbox, mais je sais que vous avez quand même pas mal de jeux, et ça c'est plutôt une bonne chose. La plupart des jeux sont payants, mais il n'y a pas que des jeux payants. La chaîne météo, ça c'est des trucs qui ont été préinstallés. La chaîne météo, l'équipe, bon. Et des conseils pour utiliser votre appareil un peu mieux si vous avez besoin. L'application météo. On a deux applications météo et celle-là c'est l'application Bing Météo. Ensuite Mix Radio et musique. Alors on a plus deux applications pour la lecture musicale. Je sais pas si c'est Microsoft qui a choisi d'en faire qu'une et avec Nokia ils ont fait un mélange. Je sais pas si c'est Nokia qui a supprimé l'ancienne. En tout cas vous avez celle-ci qui est un peu, on va dire, l'application classique et qui s'appelle Xbox Music. Donc j'ai un peu l'impression que c'est Nokia qui a cédé un petit peu sa place. Peut-être qu'elle est toujours dispo, mais en tout cas, bon, celle-ci fonctionne bien et elle intègre un nouveau truc. Et vous allez trouver ça ridicule. Mais bon, en gros, je vais vous montrer ça dans une seconde. Mais là, vous avez le lien avec Xbox Music. Vous pouvez très bien aller acheter des albums, etc. Si vous avez envie. Quand vous accédez aux morceaux, ça se passe comme ça. Bam, donc là, j'accède au morceau en cours. J'ai la pochette qui s'affiche si elle est disponible. Les options classiques, hein, répétition, aléatoire. Et là, je peux retourner là. Et la petite nouveauté, pour moi en tout cas, que j'avais pas vu depuis mon test du 1020, même du 15-20, c'était comme ça avant. C'est la possibilité de défiler au doigt. Incroyable. Ça, ils ont mis tellement de temps à le déployer. Je trouve ça dommage. Et là, maintenant, il est là. Et c'est génial. Alors vous connaissez ça je pense, mais quand vous lisez un morceau, vous appuyez sur volume haut ou moins et vous avez ça qui s'affiche. Vous pouvez appuyer là pour gérer plus précisément le son, mais ça affiche le lecteur en fait. Oups. Et quand vous déverrouillez l'écran, vous avez ça qui s'affiche. Vous pouvez également demander à afficher la pochette en fond. Mais là j'ai décidé que non. Côté haut-parleur, ça va être dur d'entendre là. C'est un haut-parleur qui est... déjà, il a une particularité, c'est que il a beau être situé à l'arrière, comme il est un petit peu en courbe, quand c'est posé à plat, ça c'est pas étouffé. C'est pas étouffé, et heureusement d'ailleurs, parce que je vais vous montrer un truc. En fait, quand vous posez votre doigt dessus, on n'entend plus rien du tout. Donc parfois, quand vous tenez le terminal comme ça dans la main gauche, imaginons, ou même dans la main droite, ça peut arriver, vous pouvez obstruer un peu le haut-parleur. Bon, c'est pas forcément un problème, hein, mais je tenais à le mentionner. Et sinon, le haut-parleur, il est bien. C'est pas mal de volume. Un son où on entend bien les percussions, on n'entend pas forcément les basses, oui, mais le volume est élevé et la qualité globale est bonne. On n'est pas sur quelque chose de type boom sound, parce que bah, c'est un haut-parleur tout seul à l'arrière, c'est pas la même chose, c'est pas amplifié de la même façon, voilà. Mais on a quand même un haut-parleur de bonne qualité qui envoie un son qui est tout à fait honorable, voire plus d'ailleurs. Donc c'est très bien. Très bien, d'autant plus que bah, quand vous utilisez la suite Here, vous avez le guidage vocal et vous l'entendrez sans souci avec cet appareil. Ça aurait été quand même bien que... Moi j'aimerais bien que Nokia développe des systèmes de haut-parleurs frontaux, puisque bah, notamment bah, quand vous regardez un film, mais notamment en GPS, ça peut être extrêmement utile d'avoir un haut-parleur à l'avant, puisque l'écran est dirigé vers vous de toute façon. Oh, bon, ça c'est un petit truc comme ça. Nokia Caméra, on a vu. Carnet de voyage, qui vous permet de regrouper toutes les photos que vous capturez sur une timeline, ou bien par lieu, avec des favoris.
L'histoire en vidéo, ça c'est quand vous avez, je crois, beaucoup de fichiers, ça commence à créer. C'est un petit peu comme Highlights, en tout cas cette partie-là. Après pour le reste, c'est vraiment plus une sorte de journal qui va recenser de manière un peu plus sympa toutes les photos et toutes les vidéos que vous avez capturées. Donc là, il n'y aura pas grand-chose d'intéressant pour ma part, je pense. Mais si je lance ça, c'est une histoire. Voilà, c'est moi qui ai pris. Je m'amusais avec la caméra frontale. Mais sinon, il n'y a pas grand chose. C'est bien présenté. C'est une autre façon d'accéder à vos fichiers que différente de la galerie d'ailleurs. Je pense qu'on va pas tarder à s'approcher de la galerie. On va voir où j'en suis ici. Office. Bon, je ne vais pas passer là-dedans. Vous avez tout ce qui est OneNote, OneDrive, Office, etc. pour le boulot. Tout ce qui est business, page jaune, ok. Les photos. Donc la galerie qui est comme ça, avec tous vos clichés triés par date. Ensuite, vos albums et vos favoris. Donc ça, c'est assez propre. Niveau qualité, la caméra frontale, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise, mais de nuit, c'est très bruité. Par contre, l'angle est assez large, donc c'est plutôt agréable. Bon, je vais vous mettre 2-3 clichés comme ça, mais je vous invite vraiment à regarder le test écrit, parce qu'il y a tout dedans. En gros, 2 jours, c'est bon, les couleurs sont bonnes, le focus se fait bien, à part de près. Notamment, bah là, j'ai essayé de faire... là, je sais même, ouais, là, il est en focus, mais j'étais pas exactement... Voilà. Là, par exemple, j'ai essayé vraiment de faire le focus de assez près, et encore, c'est pas si macro que ça, et il refuse. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. Il dit quoi? La batterie se vide rapidement 8% en 20 minutes. Ça, c'est une application à part hein, qui dit ça. Mais bon, vous voyez, ça se vide pas mal. Et d'ailleurs, juste pour info, il chauffe un peu par ici, en bas, pas en haut, quand il fonctionne, et notamment quand il recharge. Ça, c'est un des points négatifs. C'est pas un gros point négatif, mais bref. Donc, ok, je reviens sur la photo. Couleur, ok. Vous avez 2 définitions à chaque fois. Vous avez format brut, ça peut être sympa. La macro, c'est pas évident. Par contre, vous avez le zoom x2 sans perte qui peut aider. Donc, l'idée, c'est quoi? Si vous voulez faire de la macro, vous passez en mode focus manuel, vous mettez au minimum et vous zoomez un petit peu. C'est mon conseil si vous voulez faire de la macro avec cet appareil. Ensuite, de nuit, bah, c'est c'est le classique Lumia. Le classique Lumia, j'essaie de trouver des exemples. Ça va être dur là. Je les ai pas mis dans mon article ceux-là, mais là il faisait complètement nuit. À l'œil nu, on voyait pas ces détails, on voyait pas l'herbe, on voyait pas ces trucs-là. Lui, il va faire en sorte avec la stabilisation de capturer un maximum de lumière pour capter des détails. Alors ouais, c'est sympa dans l'idée. Après, bah, bien sûr, l'image est extrêmement brouillée. Mais j'aime bien. Et ce que j'aime encore plus, c'est que si vous jouez avec les paramètres, donc là en l'occurrence, vous jouez avec la vitesse d'obturation et vous pouvez en fait à la fois avoir un rendu comme ça, mais vous pouvez aussi faire en sorte que ça rende comme on le voit à l'œil, tout simplement. Donc vous pouvez faire les deux et c'est ça qui est bien sur ces terminaux avec des paramètres Nokia Camera qui sont assez complets. C'est la possibilité de passer outre d'une certaine façon cette faculté qu'a l'appareil. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, je l'avais fait ici. C'est pas du tout intéressant comme cliché, mais ça on va dire que c'est waouh, vous voyez rien du tout. Ça on va dire que c'est voilà, c'est sous mon bureau, c'est pas intéressant, mais c'est pas grave. Là il fait complètement noir, mais c'est normal, il faisait noir. Ça c'est en jouant avec l'obturation pour avoir un temps supérieur. Ça c'est par défaut il va faire ça en fait. Il va éclaircir vachement quand même la scène. Et c'est à vous de voir si vous préférez l'un ou l'autre, mais en automatique, il va éclaircir. Et en vidéo, je vous invite à regarder l'échantillon qui a été diffusé. C'est du Full HD 30 fps. Et le son est très bon. Rich Recording, c'est génial. C'est très directionnel, mais vous pouvez désactiver le surround si vous avez envie. Le zoom, c'est top. Sans perte, ça marche bien. C'est un léger zoom, c'est 2 fois, mais ça marche bien. Le rendu de nuit est un peu bruité, mais ça reste ok. Moi, je trouve que c'est très bon globalement de nuit par rapport à ce que propose la concurrence. Dernier truc, le stabilisateur optique, c'est toujours pareil, hein, mais ça aide, c'est honnêtement très bien, mais quand vous commencez vraiment à bouger, et si vous vous amusez un peu à bouger votre appareil, ça déforme un peu les côtés de l'image. Ça, c'est un classique, c'est ce qu'on appelle l'effet jello, c'est une petite déformation.
Et on le voit, moi je le vois, mais c'est pas non plus flagrant et c'est pas gênant pour la plupart des utilisateurs. Voilà, je pense à ça là, j'ai oublié de le dire, mais je sais pas, j'y pense donc je le balance, mais il a un traitement spécial, l'écran. Alors, je sais, ça c'est complètement hors sujet, mais pour permettre de voir bien en extérieur, en plein soleil. Ça, c'est pas que sur celui-là, hein, il était aussi sur le 1020 et pas uniquement d'ailleurs, mais ça marche très très bien, le 15-20 là aussi. C'est en gros la luminosité qui est augmentée, les contrastes qui sont augmentés, enfin qui sont retravaillés, et le contenu. En fait, il n'y a pas que la luminosité qui change, il y a le contenu qui est altéré pour qu'il soit plus lisible en plein soleil. Donc ça, c'est vraiment sympa. En plein soleil, c'est un appareil qui est tout à fait lisible sans souci. Oh, j'ai oublié une application sport dans ma suite Bing. Il y a l'intégration de Skype aussi, bien sûr. Et on a Bing Sport. Ne pas confondre avec Bing Sport. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est juste des infos. Vous avez des news et vous avez également les scores. Donc là, c'est la Ligue des Champions, vu que la Coupe du Monde est terminée. Hop. Et puis, ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez avoir vos teams, donc vos équipes, dans différents sports. Donc par exemple, je vais faire un exemple. Allez, on va prendre tennis. J'ai pas encore testé. On va faire bet at home. Ok, imaginons David Ferrer. Est-ce que je peux... Non. Je sais pas exactement comment ça marche en fonction... Ah, le classement ATP. Allez, Vavrinka. Non, je peux pas l'ouvrir. Ah, ça c'est dommage. Et le WTA, je peux pas l'ouvrir non plus. Bon, ça marche pas pour le tennis. Allez, on va essayer le foot. On va faire le FC Santa Colomba. Non. Attendez. Normalement, ça marche. Si je fais ça... Non. Bon, par contre, je peux faire ça. L'équipe de France. À la une. Le classement. Ouais, c'est sûr, pour certaines teams, en fait, vous pouvez la suivre, le mettre en favori et la suivre, mais je sais pas. Bon, il y a peut-être un truc qui m'a. Oh, les sportifs populaires. Je vais avoir la fiche de Cristiano Ronaldo, je peux savoir combien il pèse, sa nationalité. Enfin bon, beaucoup de choses dans ces applications Bing. Donc voilà, on était dans sport. Vous avez le store qui a pas trop changé. L'interface, je crois qu'il y a un peu plus de tri, ce genre de choses, et puis il y a des petits filtres comme ça pour accéder aux des petits classements, ce genre de trucs. Pour parler de l'écosystème rapidement, parce que pour moi ça reste le point négatif principal. Enfin, pas forcément négatif, parce que vous le savez a priori, parce que je vous le dis et qu'il faut en avoir conscience, mais Windows Phone, ce n'est pas... Alors, non, j'ai changé ma phrase là, par rapport à ça, mais en gros, normalement, avant je disais quoi? Je disais, on retrouve pas forcément toutes ces applications préférées sous Windows Phone. C'est un peu toujours le cas, mais moins qu'avant. Mais finalement, la réalité, c'est quoi? C'est Windows Phone n'est pas, et ne deviendra pas a priori, la plateforme de prédilection de développement pour les développeurs. Enfin bon, bref, vous avez compris le message. Actuellement, avec les volumes du marché, c'est iOS et Android. Point barre. Peut-être que ça évoluera, je l'espère pour Microsoft, je l'espère pour Nokia, mais actuellement c'est pas le cas. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est que oui, vous avez des applications, oui, vous avez certains derniers jeux. Si vous aimez Dual Quiz, vous l'avez là, Piano Tiles, Angry Birds Epic, il y en a beaucoup qui sont là, et il y en a de plus en plus. Et si je vais par exemple dans les applications, là par contre c'est un peu différent, parce qu'en gros, on a du Microsoft, du Nokia, on a des applications de Rudy, qui est, je crois, le meilleur développeur Windows Phone, mais c'est bien pour lui, mais ça reste triste à l'échelle de la plateforme, parce que en gros, il n'y a pas assez de développeurs stars, enfin bref. Et après, c'est des petites applications genre Lampe Torche, Météo. On a encore des applications Microsoft. Ça, c'est pas un vrai YouTube. Il n'y a pas d'application YouTube. Oh, on a Deezer, ça c'est bien. Puis après, voilà. Et regardez, le top, c'est quasiment que des applications. Ah, il n'y a pas que ça, mais Nokia et Microsoft. Euh, et en gros, ce qui se passe, c'est que si vous cherchez une application particulière, vous pourrez éventuellement la trouver. Vous pouvez aussi trouver son homologue. Alors attention aux copies, parfois ça peut être un peu bancal, mais parfois vous pouvez ne pas les trouver. Et la raison, c'est simple, c'est que, comme je vous dis,
Oui, vous avez des choses, oui, vous avez souvent le top iOS ou Android dessus, mais si vous cherchez des applications très précises, eh bien elles arriveront de toute façon d'abord sous iOS, sous Android. Pourquoi? Parce que si je suis une startup et que je me mets à lancer un nouveau concept d'application, eh bien pour pas prendre de risques, je vais me diriger naturellement vers les écosystèmes les plus populaires, donc Android et iOS. Et c'est normal, c'est comme ça que ça se passe, et c'est tout à fait rationnel pour les développeurs de ne pas attaquer Windows Phone dès le début. Alors oui, si demain Windows Phone commence à cartonner et à faire plus de volume qu'Android, ça me paraît très compliqué, mais bon, imaginons, ça va changer. Et puis au fil du temps, ça s'améliore, hein. Honnêtement, il y a du contenu là-dessus, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que si pour vous un smartphone, c'est avant tout, on va dire, une machine pour faire tourner des apps et que vous voulez jamais, jamais être frustré, oubliez Windows Phone pour l'instant et pour les prochaines années. C'est une certitude. Après, il y a parfois des applications exclusives Windows Phone, mais c'est extrêmement rare. Bon voilà, c'était pour le petit point sur les apps. Et au final, ça c'est un truc à prendre en compte pour tous les tests Windows Phone qui ont été faits jusqu'alors. Enfin, à part les vieux tests sous des anciennes versions de l'OS, mais le 1020 c'est la même chose. Tout le 920, 925, celui-ci, tous les prochains même ce sera la même chose. Faut pas s'attendre à avoir toutes les applications. Si pour vous c'est le point principal d'un smartphone, ça sert à rien d'acheter un appareil sous Windows Phone. Et c'est ce qui fait moi d'ailleurs qu'aujourd'hui je tourne encore sous Android. J'adore ce terminal par exemple. Je me l'achèterais volontiers pour plein de raisons, mais par exemple YouTube. Je suis très actif sous YouTube. Sur YouTube, j'ai envie d'utiliser YouTube au maximum de ses possibilités. Avoir toutes les applications proposées par Google, elles sont pas dessus, c'est tout. C'est un fait. Après, ça veut pas dire que l'appareil est pas bon. Et d'ailleurs, je pense qu'on arrive sur la fin là. Oui, on a vidéo aussi. Une plateforme pour accéder soit à des vidéos, soit à lire vos propres vidéos. Je peux m'éterniser là-dessus, ça marche très bien. Et vous avez, alors Voyage SNCF et Vine, quand même, qui sont préinstallés. Ça, c'est une utilitaire de benchmark. Côté autonomie, c'est un appareil qui tient environ une journée. Une grosse journée, voire 2 jours en usage léger. J'ai fait quelques tests comme ça, mais en gros, si vous enregistrez 10 minutes de vidéo Full HD, vous consommez à peu près 5-6%. C'est raisonnable, je trouve. Pour la photo, bien sûr, c'est encore moins. Et en veille, moi actuellement, avec tous mes services configurés, donc synchronisés, c'est 1% par heure à peu près. Donc c'est pas grand chose. Et puis il y a le chargement sans fil qui aide vraiment beaucoup, moi je trouve au quotidien, si vous êtes équipé d'une plaque de chargement, ça aide parce que vous déposez votre appareil quand vous êtes au boulot, vous le posez sans y penser d'une certaine façon et ça va le recharger, c'est quand même sympa. C'est pas nécessaire, mais moi je m'y suis habitué avec mon Nexus 5 et honnêtement je trouve ça vraiment top. Voilà, et côté performance, ça va être compliqué de vous montrer ça là-dedans. Parce que c'est bon, c'est des benches comme ça. En plus, c'est même pas celui-là que j'ai lancé. Mais en gros, dans l'interface, vous l'avez vu tout au long de ce test, c'est extrêmement réactif. Windows Phone, c'est un OS qui est réactif de base. Et là, on a de bonnes specs, donc ça marche super bien, notamment sur le web. Tous les jeux, toutes les apps qui sont proposées sur le store ici vont tourner à la perfection. Ça, c'est une certitude. Après ça, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait des tests de bench avec le 1020 versus le 920. Et en gros, lui arrive à peu près à faire 2 fois les performances du 1020. Donc on a quand même une belle bête sous la main qui pourra durer quand même pas mal de temps. Donc si vous cherchez un appareil Windows Phone qui peut durer quelques années et sans commencer à devenir lent, etc., celui-ci est tout à fait indiqué. Donc ça c'était pour les performances, de très très bonnes performances sur cet appareil. Je pense que du coup j'ai fait le tour. On va conclure sur ce 930. Qu'est-ce qui est ultra positif? Alors la première chose, c'est son design, on en a parlé. L'ergonomie, j'en ai pas vraiment parlé, mais vous avez vu, les boutons sont très bien faits, il est très très bon en main, il est un peu épais, mais moi ça me dérange pas. Donc ça c'est très bien. Super design, très bonne ergonomie, excellent écran. Petit problème de teinte dont je vous ai parlé, mais vous pouvez le régler. Bon, c'est un peu dommage quand même. Vous avez la suite de géolocalisation Here de Nokia qui est géniale. Vous avez la suite, bon je le balance comme ça, c'est pas forcément un point positif, mais la suite de Bing que je trouve bien, honnêtement c'est top. Vous avez la qualité photo-vidéo qui est très bonne. Chargement sans fil, je trouve que c'est bien. Et la réactivité globale, générale de l'appareil, extrêmement puissant, extrêmement réactif. J'ai jamais eu de souci de ralentissement avec un appareil sous Windows Phone haut de gamme. Et celui-ci est pas différent du reste.
il est même meilleur, puisque voilà, vraiment très très bon. Ensuite, côté point, je dis un peu négatif parce que c'est pas des gros points négatifs. Premier point, il n'y a pas la possibilité de mettre de micro SD. C'est dommage. Maintenant, on a 32 Go de mémoire interne. Je pense que c'est suffisant. Après, si c'est vrai que si vous consommez beaucoup de mémoire, notamment parce que vous réalisez, je sais pas, de nombreuses vidéos, ça peut être dommage de ne pas avoir de SD. C'est un appareil qui chauffe un peu. Alors pas trop, je trouve, à part en charge, et notamment en sans fil, mais c'est un appareil qui chauffe un peu vers le bas du terminal, à l'arrière. L'histoire de la teinte de l'écran, ça fait partie des points négatifs, ça va être réglé, donc vous inquiétez pas là-dessus, enfin normalement. Et puis bien sûr, dernier petit truc, le fait qu'il utilise une nano SIM, c'est pas forcément un point négatif, mais ça peut être gênant si comme moi vous êtes en micro et que ça vous embête un peu, mais en soi, si vous décidez de l'utiliser à full time, il y a aucun, c'est ce qui sera votre cas a priori, hein. Il n'y a aucun souci. Ensuite, après, il y a l'histoire de l'écosystème dont j'ai pas mal parlé. Le fait que vous n'avez pas encore toutes les apps et puis que de toute façon, c'est pas l'écosystème de prédilection des développeurs. Point barre. Donc voilà, si pour vous, encore une fois, les apps c'est le point central d'un smartphone, n'achetez pas pour l'instant d'appareil sous Windows Phone. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, et tant mieux. Je vous invite d'ailleurs à laisser des commentaires pour dire à quel point vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais actuellement, on a beaucoup d'applications, on a le top des applications, mais on n'a pas toutes les applications, tout simplement parce que les développeurs vont d'abord se diriger vers iOS et Android. Bon. Ok, donc c'est à peu près tout, c'est un excellent smartphone, je dirais que c'est sans difficulté le meilleur smartphone actuellement sous Windows Phone, c'est le meilleur smartphone de Nokia, j'en suis persuadé, en tout cas sous Windows Phone. Et c'est une belle, c'est une tuerie, c'est une belle bête. En plus ici en orange, c'est magnifique. Alors la question qu'on peut se poser c'est, j'ai un 920, est-ce qu'il faut que je l'achète? Oui. Oui, je pars du principe que vous aimez Windows Phone et que vous êtes fortement intéressé par cet appareil. J'ai un 920, est-ce qu'il faut que je l'achète? Je dirais oui. J'ai un 925, est-ce qu'il faut que je l'achète? Je dirais oui aussi, puisque c'est l'évolution d'une certaine façon du 925 avec l'aluminium, etc. Le côté un peu plus compact, avec un appareil photo qui dépasse pas de 5 cm, j'exagère. Donc oui. Si vous avez un 1020, je pense pas. Parce que niveau photo, celui-ci est au moins aussi bon et à mon avis un peu meilleur. Et vous avez plus de mégapixels, ce qui est toujours pratique dans certains cas. Vous n'avez pas une mauvaise ergonomie particulièrement là-dessus, c'est un très très bon appareil. Oui, celui-ci est plus puissant. Honnêtement, sous Windows Phone, c'est pas forcément un critère très, très important. Et celui-ci est passé sous 8.1. Donc voilà, si vous avez un 1020 et que vous en êtes satisfait, honnêtement, je pense pas que ce soit intéressant pour vous de prendre un 930. Mais bon, après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, après, j'ai un 1320, j'ai un 1520. Alors, si vous avez un 1320, ça peut avoir du sens parce que niveau puissance, c'est pas tout à fait ça. Par contre, si vous avez un 1520, c'est pas très logique parce que c'est un appareil qui est déjà très puissant. C'est juste qu'il est colossal en termes de taille et ça veut dire que, a priori, si vous avez acheté un appareil de type phablette, c'est que vous aimez les très très grands écrans. Là, ici, vous avez un écran 5 pouces. C'est grand, mais c'est pas un phablette. Donc voilà, si vous êtes actuellement sous iOS et Android et que vous envisagez de prendre cet appareil, tout dépend d'où vous venez. Ici, vous avez que des points positifs. À part, l'autonomie elle est moyenne globalement, mais ça va quand même. Vous avez que des points positifs, sauf tout ce qui est lié à l'écosystème. Si vous êtes sous iOS et Android et utilisez 5 POV-apps en permanence, regardez le nom de ces 5 applications sur le store de Windows Phone. Si elles y sont, n'hésitez pas, allez-y. Si pour vous tout ce qui est photo, vidéo, c'est important, chargement sans fil, design de qualité, interface qui est quand même sympa, Windows Phone ça plaît pas à tout le monde, mais c'est quand même simple à utiliser et très, très réactif. Ça pourrait vous intéresser. Pour finir, un point quand même qui est intéressant sur cet appareil, et je l'ai mentionné au début du test et je finis là-dessus parce que c'est intéressant, c'est un appareil de très haut de gamme, enfin haut de gamme Nokia, mais il est entre guillemets que à 550 € à sa sortie, ce qui est quand même intéressant. Si vous voulez pas l'acheter tout de suite, suivez l'évolution des prix et regardez un peu comment ça se passe. Ça peut devenir vraiment pas mal au niveau du prix. Enfin bon, voilà, ça c'était pour mon test du Luma 930. J'espère qu'il a été utile, en tout cas qu'il vous a aidé si vous souhaitiez éventuellement acheter cet appareil. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos du même genre. Et moi je vous dis à bientôt.